Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur un épisode de Live Talk, toujours en bonne compagnie, mais avant ça, comme à chaque épisode, on s'abonne, on like, on commente pour nous aider pour l'algorithme. Donc aujourd'hui, un format hors série comme vous l'avez vu, plusieurs sujets très intéressants qu'on vous a préparés. Comment tu vas, mec? Bah déjà ça va et toi? Bah ouais, ça va nickel, hein. On se remet là, on est à 2 semaines après la compétition là. Ouais, carrément, grosse compétition qu'il a fait Marco d'ailleurs à la Spartan Cup que j'ai organisée Ici. avec les Spartans, ici dans cette magnifique salle qu'est le RBC. Bon, si tu veux nous en parler direct pour ta petite actu. Allez, vas-y, je me lance. Bah écoute, déjà, moi je tiens à souligner que la compétition, je l'ai fait dans des super conditions. Salle que je connais. Salle avec du bon matos adapté, organisation où il n'y a pas eu de retard, il y a même eu de l'avance et tout. Donc là-dessus, on était, pour les athlètes, c'est toujours forcément beaucoup plus agréable et moins stressant. Donc il y avait plein de paramètres. Moi j'ai été venu le lundi de mon taper pour faire une séance 4 mouvements. Pour faire les réglages au niveau de la ceinture, au niveau des bancs, des trucs, des largeurs, j'avais tout pris, donc déjà j'avais même pas ça à m'occuper. Donc ça c'était stylé, super bonne ambiance, ambiance hyper bienveillante, familiale. Et puis t'as fait le taf quoi, on va dire. Carrément. Parce que le mec il nous a fait, en fait il a cru qu'il organisait les championnats de France en fait. C'est un peu ça. Hein. Jeux de lumière, les machines à fumer, étincelles. Bon le mec a pété son cône tu vois. Et pété le crédit aussi. Ouais voilà, il a cassé le PEL. Ah putain. Ça on pourra en parler un jour dans un podcast. Le budget compétition. Ouais c'est clair. Parce que putain, il y en a à en dire là-dessus. Et donc, déjà là-dessus, c'était très bien. Après, les trucs peut-être, donc ça, c'était vraiment le gros positif. La prépa, elle s'est passée un petit peu moyennement parce que j'avais beaucoup de taf à ce moment-là et beaucoup de déplacements surtout, dont un on a fait ensemble 2 semaines avant la compète. Et du coup, moi, je m'étais engagé là-dedans, donc fallait que je le fasse. Mais forcément, au niveau de la récup, sur la dernière semaine de picking, ça m'a un petit peu cassé l'élan. Donc j'ai validé des trucs, il y a des trucs, j'ai été obligé de réadapter les charges et tout. Donc j'étais un peu, c'était en demi-teinte, la prépa. Et sinon, la veille de la compète, vu que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de compétition, et moi je suis très transparent avec vous, j'ai très mal dormi. En fait, tu sais, je me mets dans des... Non mais parce que, alors, tout le monde réagit différemment. Il y a des gens, ils dorment comme des bébés, il y a des gens, ils dorment pas du tout, il y a des gens, ils se réveillent toutes les heures, des trucs comme ça. Moi, j'ai quand même réussi un petit peu à dormir, mais j'ai mis du temps à m'endormir, alors que habituellement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, je me suis mis dans des bonnes conditions pour bien dormir. Les gars, il faisait plus de 30 degrés, j'avais ramené ma clim portable dans le logement. Ça, je savais pas. Ouais. Non mais genre, j'avais fait les trucs vraiment carrés, j'avais bien préparé les choses et tout. Bref, j'avais appliqué en fait tout ce que nous, on vous conseille de faire, totalement. Et donc assez mal dormi, mais finalement le jour J, c'est pas ce qui m'a desservi le plus parce que j'avais une assez bonne récupération les jours d'avant et juste un jour où tu dors moins bien, forcément t'es pas à 100%, mais c'est pas non plus catastrophique. Ayez pas peur de ça d'ailleurs. Et le jour J, donc du coup on a réadapté un petit peu les charges. J'ai eu la chance aussi de passer le matin. Parce qu'il faisait très chaud et l'après-midi, à mon avis, ça a dû être un enfer. Ouais, c'était un peu plus chaud, ouais. Je te confirme. Et du coup, j'avais préparé la boisson pour, les électrolytes et tout, donc j'ai pas eu de soucis aussi. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc j'ai fait un total un peu plus de 400. Moi, j'avais une tronche que je m'étais fixée et je suis rentré là-dedans. Le but, c'était vraiment refaire une compète et prendre du plaisir. Et franchement, là-dessus, c'est pari réussi, quoi. Carrément. Donc voilà. Mais ouais, nickel. Nickel. Mais ce qui était beau à voir aussi, et il veut pas se jeter des fleurs, c'est que Marco,
moi je me disais personnellement, ça va être quoi la prépa? Et quand j'ai vu les stories que tu mettais et tout, tu étais archi déter, ça a fait plaisir en fait de devoir performer le jour J, être à 200%. Et honnêtement, tu as pris l'échéance vraiment très au sérieux. Ouais. Et franchement, tu as fait des belles perfs. Donc même des athlètes qui peuvent te prendre comme exemple par rapport à ça, c'est toujours important d'être exemplaire en tant que coach. Et tu l'as montré, donc je le réitère devant la caméra, même si je t'en ai parlé. Mais moi, j'ai été super fier de devoir performer comme ça. Bah le jour J, franchement, j'ai Ouais. senti une super bonne énergie et tout. Et en fait, c'est stylé parce qu'on se connaît tous, on suit tous sur les réseaux, on suit ce que chacun fait au niveau des perfs et tout. Donc forcément, ça fait hyper plaisir, quoi. Donc moi, j'ai kiffé. Il y avait une bonne ambiance et tout, franchement. Et j'ai hâte d'avoir le retour vidéo d'ailleurs Ah de oui. notre cher ami Antonin, si tu nous écoutes. Dédicace à toi et dépêche-toi. Tu m'as dit 29 juillet, dernier Cara. On est le 27. Il te reste 48 heures. Quand le podcast sera sorti, ce sera plus Voilà, tard, mais c'est bon. ça. Et donc voilà, super. Et puis bah justement, alors toi, tu as sorti une vidéo YouTube sur le récap récemment de tes championnats de France. Justement, est-ce que là, Facecam, tu peux nous en dire un peu plus? Moi, j'ai envie que tu me redises en fait. Bah, je te redis tout. C'est vrai qu'on va en parler devant caméra. C'est vrai que pour la compétition, j'ai pas envie de sortir des excuses bateaux, que ce soit déjà par rapport à l'orga, que ce soit par rapport à la proximité avec Grand Ouest ou quoi. En fait, je pourrais m'en trouver des excuses, mais ça n'a jamais été vraiment ma mentalité et jamais mon fort de me dire ouais, bah, j'ai pas performé parce que ça. En fait, on s'y attendait. On s'y attendait parce que la veille, avec Charlie du coup, qui me coachait, en fait, ce qui s'est passé, on s'est dit, ok, concrètement, on fait quoi par rapport au match? Et moi, je l'ai regardé, je pense qu'il devait être tard en plus, parce que bah, pareil que toi, du mal à trouver le sommeil, mais pas négativement par rapport au stress, mais positivement, parce que je suis toujours high par rapport aux compètes et je ne mets jamais de mauvaise pression. J'ai cette chance-là, mais du coup, je trouve quand même pas le sommeil, donc au final, ça me sert à rien. Et c'est vrai, on s'est posé, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je le regarde et je dis, gros, j'ai envie qu'on se souvienne de moi en se disant, bah genre, le mec, il a tout tenté. Il a tout tenté parce qu'en soi, j'aurais peut-être pu assurer les 400 totales, j'aurais pu assurer des PR sur tous les mouvements. Mais encore une fois, c'était pas la mentalité. Je voulais vraiment, même pas jouer un classement, mais jouer haut parce que je savais que mes adversaires étaient trop forts. D'ailleurs, dédicace à eux, du coup, s'ils sont là. Mais je voulais juste être fier de moi et me dire, bah, j'ai tout envoyé, et même pour mes athlètes, être un exemple comme on en parlait. Donc j'ai porté mes coronesses. Ça n'a pas payé au muscle-up sur le 3e essai, ça n'a pas payé aux tractions sur le 3e essai. Sur le dips, dès le 2e essai, je fail en changeant l'opener au dernier moment avec Charlie en mettant 115, donc à 5 kg de mon RM et en tentant un PR plus 5 dès la 2e barre. Pareil, pas d'appréhension sur la 3e, je me reconditionne bien en plus, je me dis let's go et tout, pas peur de l'échec. Bah ça suffit pas, ça passe pas non plus. Et le squat après, fin de compétition sur une blessure avec un léger litige. Au niveau de l'arbitrage, on n'était pas trop d'accord. On a eu l'occasion d'en discuter. Je dis pas que l'arbitre avait tort, je dis pas que j'avais raison non plus. Je dis juste que voilà, on a discuté, on n'était pas d'accord sur ce point-là et qu'au moins ça donne lieu à éclaircir pour les règlements sur le verrouillage où moi j'étais en fait verrouillé mais complètement au niveau articulaire. Sachant que j'ai une belle hyperlaxie au niveau des genoux et je sors sur une belle contracture qui m'a suivi pendant une semaine où j'ai pas pu squatter mine de rien. Donc encore une fois, il y avait un flou par rapport au règlement Final Rec. Ça montre qu'il y a encore de la progression dans notre sport à avoir. Et encore une fois, peu importe le contexte, parce qu'il y en a beaucoup qui ont craché sur les France, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les excuses qu'il aurait pu y avoir, j'ai simplement pas été bon le jour J. Et je le dis ouvertement et je trouve que c'est la mentalité qu'il faut avoir pour progresser plutôt que se chercher des excuses. Donc écoute, on verra pour les prochaines compétitions à venir. Je sais pas encore, je sais juste que là je fais une longue prépa. Et avril 2026, je verrai quelle échéance il y a pour y participer. Ouais, et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Lohan, il avait fait Grand Ouest, c'était très rapproché des France. Ouais. C'était, t'avais un bloc, semaines, t'avais un bloc entre les deux. Donc ça, c'est un truc à préciser. Aussi, je voulais rassurer les gens, l'année prochaine, ça sera pas comme ça. Ouais, c'est vrai. C'était une année vraiment particulière parce qu'on avait déjà fixé les dates et tout. Mais vous aurez plus de temps entre les interrégions Grand Ouest et les France. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai retenu, ce que tu as dit, c'est la mentalité en mode voilà, j'ai envie de me faire plaisir, je vais tenter des trucs et vas-y, de toute façon, c'est pas grave.
t'ambitionnais pas de faire une place, un podium Non, ou un c'est truc sûr. comme ça. C'est sûr. Donc tu avais déjà, on va dire, validé les choses, verrouillé, sécurisé avec Grand Ouest. Et là, c'était un Ouais. mood qui était un petit du peu plus. différent. Ouais, Ouais, voilà, c'est c'était ça. différent. Et est-ce que, moi j'ai envie de te poser une question, est-ce Ouais. que tu as envie de refaire les France l'année prochaine? Bah, justement, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais moi, c'est pas à titre d'athlète. En fait, ouais, certes, il y a eu des pépins, etc. où je trouve que, déjà, en termes de DA, c'est peut-être pas la compétition que je ferai l'année prochaine. Mais c'est surtout en tant que coach, parce que il y a potentiellement 2 ou 3 athlètes que je vais devoir accompagner pour les France. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai géré les matchs des 2 athlètes de Fitmax aussi la veille. Je m'étais dit, j'y vais pas à fond, je crie pas trop pour pas me fatiguer, sachant que ma comp est le lendemain. Impossible. Mais c'est impossible, ouais, c'est comme tu dis, impossible. Donc, en fait, ça m'a montré aussi que on en avait discuté en off il y a longtemps, mais il y a des compétitions où au fur et à mesure que tu as de plus en plus d'athlètes, c'est compliqué d'y participer. Donc c'est pour ça que je sais pas trop. En fait, je ferai le point en avril 2026, enfin avant, mais du coup en janvier, savoir quel athlète participe à quelle compétition. Et moi, en fonction des plannings, à quelle compétition je peux participer. Et aussi le niveau, hein, parce que mine de rien, même si je suis quand même top 6 du coup de ma caté en France, si on prend sur le papier par rapport aux France, l'année prochaine peut-être que je serai top 16, top 20. Le niveau il fait que monter en street et il faut l'accepter aussi. Donc là j'ai eu l'occasion d'y participer et je suis très reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, est-ce que j'aurai le niveau l'année prochaine? On ne sait pas, moi je vais tout faire pour, en tout cas ça c'est sûr. Mais on verra, on fera le point, donc j'annonce pas d'échéance, mais il y en aura une en 2026. Ok, trop bien. Ça se trouve qu'on ferait une compète tous les deux Partagé, du coup. ça serait beau. Dans la même caté? Peut-être. Si tu sais, c'est que je Ouais, non, prise de ma simple. jamais de la vie. Ça n'arrivera pas malheureusement. C'est sûr. Ok, ça marche. Ce que je voulais vous dire aussi, et on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est que si vous voulez qu'on pose des questions au prochain invité, mettez-les en commentaire, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, nous, on les préviendra pas et on leur posera comme ça pour que ça soit naturel. Carrément. Donc, n'hésitez vraiment pas. On passe à la première grande partie du podcast. Et donc, je te laisse peut-être présenter le sujet. Ouais, c'est Marco qui m'a fait ramener le sujet. Donc, lui, il n'est pas trop maître du truc. En gros, il y a une tendance là, qui se popularise pas mal en power. C'est la mode du SBD Everyday, qu'on voit souvent popularisée par 2 athlètes, notamment à l'international. C'est Agatha Sitko, qui est une grande multi-championne de plusieurs échéances, que ce soit Sheffield ou les mondes. Et on a également Corentin Clément, qui le popularise beaucoup en France à travers ses vidéos YouTube et lui-même a un gros palmarès. La question maintenant c'est, est-ce que cette mode-là, parce qu'on ne va pas en parler par rapport au power vu que c'est pas non plus notre discipline, mais est-ce que cette mode-là, on pourrait l'appliquer en street lifting, notamment avec des séances MPDS peut-être tous les jours? Toi déjà, qu'est-ce que tu en penses quand je t'ai présenté un peu ce que c'était le SBD Everyday? Qu'est-ce que tu en penses et voilà, c'est quoi ton avis là-dessus? Du coup, là on a affaire à de l'hyperfréquence en fait sur les mouvements de compétition. J'ai l'impression aussi que ce qui se cache derrière ça, c'est qu'il y a très peu d'assistance également. Enfin, ça en découle pour moi un petit peu. Donc, pour moi, ça s'applique à très très peu de monde. Ça va être vraiment des gens très très doués qui arrivent à encaisser de l'hyperfréquence, du gros volume sur les mouvements de compétition, même si forcément on va moduler l'intensité et le volume sur les différentes séances. Mais sur le long terme, même sur le court terme en vrai pour la plupart des gens, ça me paraît compliqué à tenir. Et en fait, ça peut marcher, mais je pense pour une infime partie des athlètes. Ok. Moi là où j'en viens aussi, c'est que en fait forcément il y a la différence entre powerlifting et streetlifting qui fait que nous sur 4 mouvements, on va avoir plus de stress nerveux, plus de mal à tenir les blocs et plus de mal à tenir l'hyperfréquence justement sur certains mouvements. Autant le muscle up et les tractions, c'est des mouvements où on peut voir des 3 à 4 fréquences par semaine. Autant le dips, déjà ça devient un peu plus complexe parce que plus traumatisant, plus énergivore. Donc déjà monter à 2 c'est très bien, monter à 3 c'est je pense le grand max que tu peux faire, même si tu as une très bonne capacité d'adaptation et de résistance au volume. Mais c'est vrai que le squat, là où on ne le voit pas trop, c'est que nous en street, forcément on est désavantagé par rapport au power parce que déjà le mouvement, tu vas le mettre en premier en powerlifting
Et forcément, c'est un mouvement sur lequel déjà tu arrives en séance, tu es beaucoup plus frais. Nous, on est en fin de séance, c'est plus compliqué. Et comme on a aussi 3 autres mouvements sur lesquels travailler, que ce soit au niveau des assistances, au niveau des formats, la répartition, elle va pas être pareille. Ça divise l'énergie. Après, les bons trucs que j'ai aimé que tu as dit, c'est certes, il y a de l'hyperfréquence, mais pour autant, peut-être que le volume ne change pas. Quelqu'un qui va faire 10 séries, par exemple, je sais pas, de squat à la semaine, et bah, même sur cette séance, il va les répartir en faisant peut-être 1, 2, au lieu de faire 3 séries, 4 séries. Mais là où pour moi, c'est très contraignant par rapport au MPDS, et là où tu l'as dit, et je suis totalement d'accord avec ça, bah, c'est le fait que nous, on n'encaisse pas pareil. On n'encaisse pas pareil par rapport à la pratique, et honnêtement, on a un stress articulaire qui est quand même vachement fort. Ça, faut le prendre en compte. Et c'est pas adapté non plus à tout le monde parce qu'il faut avoir une bonne capacité de récupération. Là, les 2 personnes de qui on a parlé, Gata Siko et Corentin Clément, ils ont une adhérence à fond à la programmation, certes, mais aussi une bonne capacité de récupération parce qu'ils sont coachs à plein temps et athlètes à plein temps. Et c'est peut-être pas le cas de tout le monde, de quelqu'un qui va faire un 9-17 ou autre. Donc, même un 5-12, un 5-13, il y en a beaucoup. Donc ouais, au cas où du coup on en parle avant de voir des personnes peut-être le faire, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir adapter peut-être le SBD Everyday au street lifting. Considérez peut-être avant de le faire et considérez votre contexte, je pense que c'est important. Et même le fait probablement pas ou pas avec la même hyperfréquence en tout cas. Et quand on vous dit aussi SBD Everyday, c'est peut-être pas 7 jours sur 7, mais si vous entraînez 4 fois, ça va être sur vos 4 entraînements. T'as dit plein de trucs intéressants, des trucs aussi qui sortent un petit peu du cadre du sujet, mais par rapport au squat, tu disais que nous on est en fin de séance. Ouais. Je pense que forcément on sera toujours moins bon que des powerlifters, mais on a quand même, je trouve, une énorme marge de progression encore sur les squats en street lifting clairement, par rapport en power, mais vraiment beaucoup du coup. Et ça du coup ça nous donne aussi ça nous donne une vision des choses long terme assez même, moi ça me fait halluciner de me dire que peut-être que 600 total un jour ça deviendra la norme. Ouais, carrément. C'est des totaux de power du coup. Pour le coup, tu vois, quasiment. Alors que pour l'instant on est sur des power féminines. Voilà, c'est ça. Et encore, ils nous mettent des vitesses. Et même là, tu vois, je voyais des trucs parce si vous avez pas regardé, je vous invite à le faire. Final Rep a sorti le listing féminin, masculin des sélectionnés au championnat du monde. Et je regardais chez les femmes, surtout dans les grosses KT, moins de 70, plus de 70, il y a pas mal de femmes maintenant qui font des totaux à plus de 300. Et je sais pas si vous vous rendez compte. Rendez-vous compte. Dédicace. Rendez-vous compte. Mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Mais surtout quand il y a un an, tu prenais l'évolution, on était à 200, 250, je crois, même pas. Ouais, 200 à peu près. Hein. Donc, comme tu le dis, on a de la marge à explorer encore en street. Mais donc vous amusez pas à faire ça, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes débutant, c'est pas des questions à se poser. Ouais, c'est clair. Et SBD Everyday. Pas MPDS Everyday en tout cas. Non. Compliqué, ouais. Ok. Écoute, deuxième sujet du podcast, et c'est un sujet qu'on n'a pas préparé, enfin je n'en ai pas parlé à Lohan. Ok. Ça va être un truc qui va s'adresser aux athlètes mais aussi aux coachs. Et le sujet c'est quel est le coût réel d'un coaching. Alors en fait je vous spoil, je vais faire une publication là-dessus très prochainement pour vous détailler le prix d'un coaching. En fait quand tu regardes, il y a quoi dans le prix d'un coaching? En fait, et ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu trouves que, par exemple, les prix aujourd'hui en street lifting, qui sont, faut le dire, très bas, est-ce que pour toi, ils sont cohérents sur une vision long terme de rentabilité, entre guillemets? Ok. Rentabilité par rapport au coach? Ouais. Ok. Alors, rentabilité par rapport aux athlètes, à 2000%. Ça, la question se pose pas, tu vois. Mais est-ce que pour les coachs, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves pas qu'on arrive aussi peut-être au bout d'un truc où il y a des gens peut-être qui proposent 20 000 trucs dans leur coaching, mais au bout du compte, en fait, ils sont pas rentables et peut-être dans 2 ans, ils arrêteront
parce qu'en fait, ils gagneront pas d'argent, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. limite, ils vont en perdre, tu vois. Bah, c'est vrai que déjà quand tu compares à d'autres disciplines, et là on va encore prendre l'exemple de nos chers collègues les power, on a des prix déjà qui sont, enfin un prix moyen, je trouve, du coaching qui est quand même plus élevé chez les power, parce qu'il y a cette considération les athlètes savent pourquoi ils payent et bref, de toute façon c'est installé maintenant donc les gens sont habitués. Et c'est vrai que quand on voit des prix un peu plus élevés en street lifting, je sais pas, quand on va taper dans les 140 par exemple, qui est je trouve le prix moyen pour un bon coach en street, ça va choquer un peu des gens. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que les gens ils perçoivent pas en fait tous les avantages qu'il y a autour. Par exemple, tu prends une offre où tu as un mec, tu es sûr qu'il va se déplacer à ta compétition, tu es sûr qu'il te fait une programmation, il va passer du temps dessus. Les retours, il est assidu et encore plus qu'assidu, je trouve l'importance, c'est que les retours soient qualitatifs. Parce que c'est bien de faire des retours tous les jours, mais c'est pour qu'au final, tu te retrouves avec des conseils bateaux et que le mec il prenne 10 minutes et terminé. C'est pas non plus la peine. Et même il y a d'autres offres, par exemple, on en parlait, mais du nutritionnisme, de la prépa mentale, etc. dans ton coaching. En fait, ça fait grimper et tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme on le dit, pour 80 € ou pour moins. En fait, moi, je trouve que ce qui dérègle aussi un peu le marché, mais ça on en parle souvent, c'est les coachs qui vont coacher de manière spontanée comme ça un athlète sans pour autant avoir de carte professionnelle, d'assurance ou autre, et qui vont baisser leur prix du coup par rapport à ça. Mais est-ce que ces coachs-là, contrairement à, je sais pas, à toi ou à moi, c'est des coachs qui ont une offre aussi qualitative, qui vont te faire autant progresser et où il y aura autant d'investissement? Je pense pas non plus. Donc après, c'est ça aussi, je pense, c'est l'éducation des athlètes et l'éducation du marché même par rapport à ça, hein, de se dire, ok, bah, t'es pas prêt à payer 140, ok, il n'y a pas de souci. Tu veux payer 80, ok, mais regarde ce que tu vas avoir chez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que voilà, après il y a des athlètes qui sont prêts à mettre le prix, d'autres non. Ça, on peut totalement l'entendre. Mais en tout cas, faut considérer ça. C'est vrai que quand tu as un appel et tu as un mec qui te dit ouais, bah je m'imaginais pas ça, c'est cher, en sachant que même moi, je me trouve vraiment largement en dessous de ce que fait le marché. D'ailleurs, en vrai, j'ai pas de mal à le dire. C'est vrai qu'en France, on a cette culture de pas le dire, mais moi, j'ai pas de mal forcément à le dire au niveau de mes tarifs. Je suis à 110, moi, par exemple, sur un tarif sans considération peut-être du statut de la personne, genre s'il est étudiant ou autre. Ok, ouais. Et je suis à 100 sur un tarif tarif unique, quoi. étudiant. Ouais, Ok, voilà, c'est d'accord. ça. Donc j'ai cette marge de 10 € voilà, adaptable. Mais en fait, je me dis, moi j'ai déjà des gens qui me disent à 110, c'est trop cher. Et donc du coup, qui vont aller se retourner peut-être à un coach à 80, ça leur va de payer moins cher, mais pour un mec qui sera pas autant dans la presta. Mais je me dis toujours, tu vois, que moi par exemple, pour la qualité que je fais, je suis carrément en dessous des prix du marché. Et ça, tu m'as déjà dit, tu m'as déjà tapé sur les doigts par rapport à ça. En fait, déjà, si par exemple vous proposez une offre à 100 €, Ouais. il faut déjà se rendre compte que à la fin du mois, on enlève 25 € sur les 100, Ouais. il vous reste 75 €. Ça, c'est vrai. Moi, je me base toujours sur le prix d'un coaching en présentiel qui est à 50 € de l'heure. Ouais. Par athlète, en moyenne par mois, moi j'avais fait une moyenne de au moins 3 heures par mois par athlète, décomposé tous les 2 jours, tous les jours, toutes les semaines, ça dépend comment vous travaillez. Donc si on coachait en présentiel, ça nous reviendrait déjà à 150 € déjà. Ouais, c'est clair. Donc il y a ça, il y a aussi il y a le temps. Il y a les déplacements. Globalement, la moyenne, la fourchette basse d'un déplacement, si c'est pas trop loin avec un logement, c'est au moins 300 balles. Ouais, c'est clair. 300 balles, du coup, ça fait 3 mois de coaching, du coup. Ouais. Donc c'est 3 mois offerts en fait. Donc ouais, c'est En pas, gros, même quoi. pas rentable. Ouais, c'est Donc ça. tu vois, c'est en fait. Non mais. Je posais la question à Lohan. Après, Lohan, il est sensibilisé par rapport à tout ça et tout. Mais c'est aussi pour que vous vous en rendiez compte. Ouais, c'est En clair. fait, 100 €, un coach à 100 €, en fait, il n'est pas rentable. Parce qu'il doit payer son URSSAF. Donc, ça enlève 25. S'il se déplace aux compètes, ça enlève peut-être encore 25 sur une année, par exemple. Peut-être que lui, dans son entreprise de coaching, il fait des investissements, il travaille avec des graphistes, il travaille avec des monteurs, il travaille avec, par exemple, même il vous achète des t-shirts. Et ça se trouve qu'il vous les donne, les t-shirts. Voilà. Merci. Et donc, et vous enlevez tout ça, mais en fait, à la fin, il reste quoi?
Et en fait, et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on sait, ceux qui nous écoutent là, peut-être, on sait qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément le budget. Mais du coup, c'est aussi pour ça. Et moi, je peux même l'annoncer là. C'est qu'à la rentrée, en fait, par exemple, avec Lift Trainer, on va proposer une offre adaptée en fait à ces budgets. Mais forcément, vous ne pourrez pas bénéficier de l'entièreté d'une offre à un prix qui est cohérent, on va dire. C'est sûr. Tu vois, voilà. C'est ce qu'on disait, le beurre, l'argent du beurre, la crème. Voilà, tu peux c'est pas ça. t'attendre non plus à un truc de fou. C'est ça. Mais pour aller plus loin, parce que en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai recalculé tous mes flux de trésorerie. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop initiés à la comptabilité, ça va être les flux qui entrent. Par exemple, du coup, le prix d'un coaching, toi, ce que tu vas toucher. Et le flux sortant, donc par exemple l'URSSAF, déplacement en compétition, enfin l'investissement comme tu dis en général. Et j'ai recalculé tout ça et moi depuis janvier, je suis pas rentable en fait sur tout ce que j'ai fait. Parce que comme tu l'as dit, après j'ai de la chance d'avoir aussi une activité à côté. Enfin, moi j'ai mon 35 heures et c'est pour ça que je me permets d'autant investir. Et je pense on est dans les rares qui investissent autant par rapport à notre coaching de manière générale. Mais tu comptes du coup les déplacements, les vidéos que je fais sur YouTube, même les achats de t-shirts. C'est combien une vidéo YouTube? Moi je suis honnêtement, en juin j'en ai tourné une, 200 € en moins déjà. Sachant que je compte pas, j'ai sorti de ça les frais de logement que je paye à mon vidéaste. Et les frais de nourriture aussi, je lui paye un repas quand même. Bon c'est déjà ça, c'est énorme quand même parce qu'il y en a qui ne font pas. Hein. Ouais. Mais déjà, déjà, genre, moi, en moyenne, c'est combien une vidéo YouTube? En moyenne La fourchette. Franchement, 250. Des calculs moi que je fais, je suis à 250 en moyenne. Pour faire déplacer le mec, qui te filme, qui fasse le montage, etc. Et tu comptes. En juin, j'en ai fait une à 250. En avril, j'en ai fait une à 250. En mars, pareil. Et aussi en janvier. Donc du coup, j'ai déjà quasiment 1000 balles qui sont parties dans des vidéos YouTube. Donc déjà, ça me fout droit un peu la rentabilité. Mais tu as l'achat des t-shirts, les trucs en compétition. En fait, à l'heure actuelle, moi, sur un coaching, en tout cas, je suis pas rentable parce que j'ai fait ce choix-là de réinvestir et de donner un max de qualité aux athlètes. Et toi, je sais que c'est pareil. Après, toi, tu t'en sors un peu mieux que moi, quand même, par rapport aux tarifs. Mais c'est là où je le disais, où moi, je suis sur des tarifs trop bas, en fait. Et c'est ça qui me pénalise aussi dans mon activité. Mais bon, ça régale les athlètes, donc c'est déjà... donc tu me disais, vous avez vu le petit style claquette? Carrément, ça c'est beau ça. Ça c'est les backstage ça. Carrément. Donc ouais, tu me disais quoi? Là où je disais, et je sais que toi, je vais pouvoir faire le parallèle avec ta formation et te faire ta promo, c'est que justement on en avait parlé en off, que tu l'as abordé, c'est qu'en fait quand tu fais du coaching aussi, faut être prêt à investir. Parce que les gens ils vont pas venir vers toi comme ça. Et c'est vrai que si tu n'es pas prêt à faire d'investissement, tu vas pas augmenter ton nombre d'athlètes, tu vas pas pouvoir augmenter tes coachings parce que la qualité, ça sera pas la même. Et c'est là où je fais la petite promo pour Marco. Marco, il a une session en septembre pour Lift Trainer Global. Donc tu peux nous parler un peu plus de ça. Ouais, je dis ça comme si c'était moi ma formation. Mais attends, t'as des commissions, je crois. J'ai des parts, non? T'as des commissions. Un code promo peut-être. Et non, déjà, je voulais réagir à ce que tu dis sur l'investissement. Il est valable, en fait, je trouve, dans tous les business. Tu peux pas lancer un business sans investir. En fait, tu peux pas te dire, je vais attendre de gagner pour commencer à investir. Et c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se gourrent. C'est qu'il faut investir avant de gagner de l'argent. En fait, ils se disent même le coaching en ligne, tu as peu de charges, donc du coup, business facile parce que tu n'as que l'URSSAF à payer. Mais c'est faux. C'est faux. C'est l'URSSAF, l'assurance d'ailleurs, on est deux, on en a parlé à Annecy, je pense qu'on est deux dans le street lifting. Ouais, je pense qu'on est que. Vous avez les deux gars là qui ont les assurances et tout. C'est clair. Et non, mais même en dehors de ça, oui, l'investissement en matériel, l'investissement sur tes progs, si tu prends un monteur. Si tu achètes la formation Lift Trainer Global. Ouais, aussi, non, mais c'est tout. Oui. Même moi, dans les investissements, je mets le CQP, le BP, des trucs comme ça en fait. Ouais, c'est sûr. Donc pour Lift Trainer Global, donc en fait c'est une formation pour les futurs coachs en street lifting. Globalement, en fait, on a 3 grands types de personnes qui font cette formation. Il y a les gens qui sont déjà diplômés, issus d'une formation d'État, qui veulent se spécialiser là-dedans et qui sont aussi beaucoup attirés par l'aspect programmation technique, mais aussi entrepreneurial, marketing, positionnement, acquisition de clients et tout. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Le deuxième cas de figure, c'est les personnes
qui ne sont pas encore diplômés, mais qui projettent de passer dans quelques mois un CQP ou un BP. Et moi, je les encourage systématiquement à passer un diplôme d'État pour être tranquille par rapport à ça. Et je trouve que ça rend aussi la chose un petit peu plus cohérente. Carrément. Et troisièmement, c'est l'athlète qui veut comprendre en détail comment ça fonctionne, etc. Donc j'ai vraiment 3 types de personnes. Donc c'est une formation qui est dispensée en distanciel, mais en direct, en visioconférence. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que on connaît tous le truc. Tu prends une formation avec des modules à suivre en autonomie, tu t'arrêtes au bout du 3e module. Tu fais pas voilà, vraiment, ouais. globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc voilà, il y a des échanges humains, etc. C'est un truc qui s'étale entre 3 mois et demi et 4 mois. Et donc à l'issue, vous avez vraiment tous les outils pour coacher en street lifting. Donc prochaine session au mois de septembre. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans la description. De toute façon, il y a un lien pour prendre un rendez-vous. Donc voilà. Donc voilà pour ça, en gros. Tu voulais rajouter un truc par rapport à ça? Non, je pense qu'on est tout bon, on a fait le tour de ton sujet. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé. Ouais, franchement, tu t'attendais à ça? Non. Ouais, je m'attendais peut-être à ce qu'on parle du coaching, mais ouais, pas à ce sujet-là parce que j'ai pas réfléchi non plus. Moi, je suis un fonceur, je réfléchis pas trop. Donc dernier sujet, sujet aussi pas préparé, et on va l'aborder tout à l'heure en réel, et vous verrez le réel en collab avec le père Lolo là à côté de moi. Mystère. C'est sur les muscle up. En fait, moi j'ai beaucoup de gens, tu me diras si toi aussi tu as ça. J'ai beaucoup de personnes qui ont voulu tester le muscle up avec les poids sur les tibias. Okay. Et en fait, il se trouve que je suis extrêmement mitigé sur cette variation. Okay. Alors je sais que toi tu l'as fait. Ouais. Mais Lohan, t'as plus de 25 kg au muscle up. Dans la théorie ou dans la pratique? Oui, allez, dans la théorie, oui. Voilà. Donc il a au moins une plaque rouge. Et en fait, moi je me suis rendu compte que même sur des gens qui ont un niveau intermédiaire, des fois même ça dégradait encore plus le mouvement, même en le faisant pendant 1, 2, 3 blocs. Et du coup on a décidé de repasser le poids entre les jambes. C'était un petit peu, je trouve, alors d'ailleurs ça c'est vachement passé de mode, je sais pas si tu es d'accord avec moi, le frog au dips. C'est la position flexion de genou au dips. Ah oui, ok, ouais. Il y en a encore des résistants. Ouais, mais t'as vu que en fait c'est une mode qui est passée assez rapidement en vrai. Parce que même moi je l'ai faite cette mode voilà. Ouais. À l'époque. Et merci Tonio d'ailleurs d'avoir popularisé ce truc-là. Bah ouais, mais peut-être dédicace à Jojo Bizarre Athlète, parce que lui c'est un des fiers Gaulois qui fait encore cette technique-là sur le dips. Et Théo aussi, un peu. Théo un peu, je sais pas, j'ai pas regardé sa technique de profil. Théo il fait un petit peu. Okay. Je pense qu'il fait un petit peu moins de flexion qu'avant, mais c'est toujours là. Et donc pour revenir au muscle up, est-ce que toi tu es d'accord avec moi sur le fait que surtout quand tu es débutant, pour moi la question elle se pose pas trop. Tu dois globalement rester sur une exécution académique avec les poids entre les jambes, te casse pas la tête, et après peut-être à partir de 10 kg, parce que le diamètre du poids il est assez important, mais sinon la question elle se pose pas, et voilà. Ouais. En fait, qu'est-ce que t'en penses? Elle se pose pas par rapport aussi au calibré. En fait, c'est là où on l'évoque, c'est le diamètre. C'est ça qui va être prédominant en fait sur le choix de est-ce que je bascule ou pas du mauvais côté, on va dire. Mais c'est vrai que, imaginons si le disque de 2,5, un 25 et 5 avait la même circonférence qu'un disque de 25, là on pourrait avoir du choix. Mais là où on n'a pas de choix, c'est qu'en fait, tant que tu open pas à 10 kg, en fait, pour moi, le disque, déjà même à 10 kg, la circonférence et le diamètre, il est pas assez large. Et c'est vrai que si tu open à 2,5, poids devant, c'est même pas la peine. Le poids, en fait, il va se barrer dans tous les sens. Et même si tu open à 7,5 et que tu projettes en deuxième barre de mettre 10 ou 12,5, ça vaut pas non plus la peine, parce qu'en fait, dans tous les cas, tu vas avoir un petit diamètre et tu prends un risque majeur sur ton opener. Donc moi, là où j'en viens, c'est que effectivement, tu n'as pas le choix, parce qu'à l'heure actuelle, pour gérer un poids de petite taille, le mieux, c'est indéniable, c'est d'avoir le poids entre les pieds.
Et après, reste à voir parce que, comme tu l'as dit, moi j'ai fait la bascule. J'ai un athlète de chez moi, Stan, si t'écoutes, dédicace à toi, j'adore les dédicaces dans les podcasts. Mais Stan, on a fait le choix de faire la bascule récemment. Par rapport à son levier, en fait, les leviers qu'il utilise par rapport au muscle-up poids devant. Et depuis qu'on a fait la bascule, il est en train d'exploser. Ok. Mais parce que lui, justement, il n'a pas eu les dégradations techniques, comme tu le dis. On a fait très attention à ça aussi, que sa technique ne se transforme pas en kicking, du coup, et même en keeping tout court. Sa flexion de hanche, elle est restée impeccable. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, aussi, c'est, comme tu le dis, d'avoir quelqu'un qui se retrouve à se dire « c'est la mode, donc je le fais », mais au final, à pas gérer le poids et à faire n'importe quoi. Et, en fait, les risques, ils sont considérables dans les deux opportunités. Moi, je sais que quand je me soulève 20 kg, je perds le poids, en fait. Le poids, il bascule vers l'arrière. De toute façon, le poids bascule très peu vers l'avant en muscle-up. Mais le poids bascule vers l'arrière, je me retrouve avec une trajectoire un peu faussée. Et je passe d'un RPE peut-être 7 poids devant à 20 kg à un RPE 9 poids devant. Ah ouais. Parce que j'ai cet effort de gestion-là qui est différent et un confort technique qui est différent. Et à l'inverse, tu as des gens pour qui c'est beaucoup plus simple de muscle-up poids entre les pieds. Et eux, ils n'ont aucune dégradation technique. Et par contre, quand ils passent sur poids devant, le poids il se barre à gauche, il se barre à droite. Tu as une dégradation par rapport à la flexion de hanche. Et le mouvement, il part complètement en vrille. Et c'est là où je te rejoins en fait par rapport à ça. Effectivement, t'es débutant, ça sert à rien. Et si tu projettes d'open à 15 kg minimum, j'irai encore plus loin que 10 minimum. Ouais. C'est le 15 minimum pour moi. Et finir au-dessus de 20 kg, là ça peut être rentable de le faire, mais encore une fois, Tester, si ton quoi. confort technique et ta trajectoire et ta gestion du poids, elle n'est pas impactée par rapport à ça. Donc faut tester et puis vous verrez. De toute façon, maintenez le truc pendant 1 ou 2 blocs pour voir si ça peut être intéressant. Ouais. Si c'est pas intéressant au bout de 2 blocs, vous revenez. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire les deux. Garder un muscle-up avec le poids entre les jambes et l'autre devant. Et puis voilà. Comparé, ouais. Voilà, vous pouvez comparer comme ça. Et Ok. surtout, le faites pas 1 ou 2 mois avant une échance. Oui, Ça, faut en parler. ouais, parlez-en à votre Ouais, coach. ouais, c'est clair. Et encore moi, dis-toi que j'ai fait ce choix-là. Avant FNSL Grand Ouest, de basculer muscle-up Ah ouais poids devant, ouais. Ok. Je l'ai fait 1 mois et demi, 2 Je mois avant, pensais je que tu le crois. faisais bien avant ça. Ah non, ouais, j'ai attendu Ah la ouais confirmation et j'ai attendu de voir en fait que mon défaut technique, je voulais vraiment le régler en fait, ce défaut Ok, ouais. aux 20 kg qui se barre derrière. J'ai pas réussi à le régler poids entre les pieds et on s'est dit ok, let's go, on all-in. Et Ok. au final, j'ai eu la chance que ce soit passé et que j'ai jamais eu un poids qui se barre en couille à droite ou à gauche. Mais par contre, c'était risqué. C'était risqué, je le referais pas si je devais le refaire, mais voilà, je ne vous le conseille pas non plus. Parce que mine de rien, ma technique, elle n'était pas parfaite. Là encore, je suis en train de l'améliorer. Donc ça montre qu'il faut le travailler au moins 4-5 mois, je pense, avant une compète. Cette technique-là, ouais, en tout cas. Ok, ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Dernière chose, c'est les compétitions à venir. Ah bah oui, faut Parce en qu'il parler. y a énormément de compétitions qui viennent. Si d'ailleurs il y en a que j'oublie, n'hésite pas à me reprendre. Allez, Du coup, là en août, va y avoir 2 compétitions. Va y avoir donc le dimanche, je crois, 24 à Mulhouse. Donc c'est Street Academy, si Ouais. je dis pas de bêtises. Donc là-bas, d'ailleurs moi ce qui m'a impressionné c'est que ça a été bouclé très très vite les inscriptions. ouais, carrément, ouais. Enfin, et ce qui est vachement bien de votre part d'ailleurs, c'est que vous avez fait une compète l'été et souvent il n'y a pas de compète. Il y avait la Spartan qui était au mois de juillet le 13. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en juillet il n'y a eu que vous. Il n'y a eu que nous. Ouais, Je te voilà. confirme. Et du coup là, donc le mois prochain, mois d'août, ça, et puis fin août, donc c'est un samedi par contre, il y a à Athletic Camp, Ouais. il y a un meet street lifting organisé par Pierre, dédicace aussi à toi, ça fera la 10e du podcast. et du coup là c'est un petit meet tranquillou et tout, mais c'est cool aussi parce que de ce côté-là à Brest, il n'y a jamais eu de compète de street lifting. Non, ouais. Donc ça c'est cool. Au mois de septembre, il n'y a pas, je crois, de trucs. Il me semble pas. Les only, c'est après. Ouais, c'est Ouais, bien ok, après. Est-ce que la Esquad, elle fait un truc justement à Bordeaux, c'est quand? Peut-être, ouais. Bah, à l'heure où on va sortir le podcast, ça sera probablement annoncé Ouais. normalement, donc Ouais. ça cache pas leur travail de Ouais. com. Mais ouais, il y aura sûrement un qualifieur. Après, les tenants et les aboutissants, vous les aurez. Bah, si l'annonce est faite, n'hésitez pas à aller sur le compte de la ACE. Sinon, attendez l'annonce.
Ok. Et potentiellement d'autres échéances de la Esquad qui organisent de plus en plus en 2026. Ouais. Mm. Donc voilà, après en novembre, c'est là où il y a beaucoup de compétitions. Il y a Forlift début novembre. Oui, ouais, c'est ça. Le 2, le 1 et 2. 2 et 3. Ouais, voilà. Ouais. À Annecy, du coup. Après, il y a les espoirs. Et puis en décembre, il y a tous les Only. Ouais. Et en janvier, il y a tous les Régional. Grand Ouest régionales. Ouais. Et là où je veux en venir, peut-être que là, ce qu'on peut dire, c'est aussi votre préparation. Les gars, elle commence dès maintenant. Même si vous préparez pour les régionales, faites-vous encadrer de la meilleure des manières. Et surtout, prenez quelqu'un qui va être présent si c'est une de vos premières échéances, parce qu'on sait que c'est des échéances débutants. Mais ouais, la prépa, elle commence maintenant, il ne faut pas se réveiller 2 mois avant. Ouais, c'est ça. Et moi, je dirais que la bonne... Ah, il y a un PR qui est en train de se faire. Il n'y a que des PR de partout à RBC. Ce qui est intéressant, c'est au moins de prendre 6 mois à l'avance le coach pour une échéance. Ouais, c'est clair. Parce qu'en 3 mois, on va pouvoir faire des trucs, hein, c'est clair. Mais ça sera peut-être un petit peu short et on pourra vraiment beaucoup plus... En fait, ce qui est intéressant, c'est construire. Parce que peut-être que la technique, elle n'est pas au point, les standards non plus. Nous, le but, c'est de vous amener à la compète et qu'il y a des trucs en fait sur lesquels on ne se pose plus de questions, notamment sur les standards. Parce que c'est vraiment, je dirais, nous, notre job numéro 1, c'est de vous faire progresser, oui, en sécurité, mais aussi avec les standards. Parce que ça ferait bizarre un petit peu d'accompagner un athlète qui n'a pas les standards. Moi, du coup, je lui déconseillerais. S'il n'a pas les standards, je lui dis bon, autant faire les perfs à l'entraînement. Peut-être qu'on va construire encore un peu et puis après, on fera une compète. Non, ouais, c'est clair, c'est sûr. Et de toute façon, même si tu prends en général, nous, on est quand même content de récupérer un athlète peut-être le bloc de son picking. Parce que si lui, ça lui permet d'éviter de faire n'importe quoi, c'est toujours bien. Mais c'est sûr que la situation est inconfortable parce que nous, ça demande d'être encore plus adaptable, d'être encore plus analyste et surtout de bien interpréter aussi les signaux qu'on a. Et ça, c'est très important à connaître, c'est que quand tu coaches, en fait, tu commences généralement par un bloc d'intro où tu connais un peu l'athlète, tu testes des trucs, tu vois ce qui va fonctionner sur lui et c'est ça qui t'aide à moyen long terme à l'analyser, à lui proposer la solution qui va l'aider à progresser. Et c'est vrai que récupérer quelqu'un un mois avant, c'est pas non plus super confortable. Non. Donc, il faut prendre ça en compte. Et pour vous comme pour nous, le mieux, c'est contactez-nous à l'avance. Voilà. Non, mais vraiment. Ouais. Parce que c'est toujours des trucs long terme en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Ça me vient comme ça. Mais pour toi, alors, je sais, tu vas me dire ça dépend. Mais au bout de combien d'années de pratique, on est fort. On peut être fort, donc ça sous-entend un niveau peut-être national. Ouais. Aujourd'hui, en 2025, ça met combien de temps si je suis un athlète moyen avec une génétique moyenne, un investissement qui est bien mais qui n'est pas non plus au millimètre, combien d'années de pratique il me faut pour atteindre un bon niveau? Ok, je vais pas répondre ça dépend alors, parce que j'ai bien compris que c'était pas le but. Je pense, en tout cas si je reprends mon exemple et l'exemple d'athlète que je vois et que je suis et avec qui on a parlé, en vrai 2-3 ans. Moi je pense qu'au bout de 2 ans, déjà tu as une technique où tu n'as plus trop de choses à modifier et tu peux en profiter pour te concentrer sur la force. Au bout de 2 ans, je peux faire les France potentiellement. Ouais, moi je pense. Si j'ai un bon passif sportif. Ouais, aussi. Mais je pense qu'il y en a. Mais il y en a qui vont dire 1 an, 6 mois, tout ce que tu veux, mais faut pas être non plus délusionnel par rapport à ses capacités. C'est impossible. Ouais. En fait, il faut se rendre compte aussi de ce qu'on est capable et quand on se fixe un objectif comme ça, ça dépend de nous en partie de notre investissement, mais ça va dépendre aussi de la concurrence. Non mais alors ça, mec, t'as totalement raison, parce qu'en fait, il y a souvent des gens, c'est la première question qui se pose. Et moi, en tant qu'athlète, en tant que coach, j'aime bien poser la question, ok, génial, comment tu te projettes ? T'as ça, mais en fait, comment tu comptes t'investir ? Parce qu'en fait, souvent, et on le voit, tu vois, même par exemple, nous, on a fait nos prépas et tout, tu vois que quand tu es dans une prépa, c'est le moment en fait où tu es le plus investi dans ce que tu fais. Tu vois et en fait, moi, je le vois en coaching, c'est les gens qui sont le plus carrés et tout, honnêtement, c'est ceux qui progressent le plus vite en fait. Ouais, non mais ouais, c'est clair. Donc, il y a bien sûr l'aspect programmation et tout qui va être important, mais vous, votre implication
moi je trouve que c'est numéro 1. C'est d'autant plus important. Numéro Même. 1. Parce qu'en fait, au final, ok, tu as un coach, c'est bien, il va gérer un peu ta recette et le chemin que tu vas emprunter pour performer. Mais toi, il se passe quoi à côté? Si à côté, tu n'optimises pas ton sommeil, genre ta nutrition, elle est complètement dégueulasse. Et je sais pas, il y a plein d'autres facteurs. Ton niveau d'activité, après, ça c'est indépendant de toi, mais en fonction de ton métier, tu es plus ou moins haut. Ouais. Mais forcément que tu n'auras pas la même capacité qu'un autre ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à considérer ça. Ils se disent, maintenant que j'ai pris mon coach, bah, j'ai rien à changer et je vais progresser. Alors d'un côté, oui, mais de l'autre, non. Si pendant le coaching, tu prends 10 kilos parce que tu bouffes comme un gros lard, tu dors pas du tout et tu te retrouves à plus réussir à faire de muscle-up, bah, la douche elle va être froide, mais ce ne sera pas de la faute du coach, ça sera de la faute à toi parce que la prog en fait c'est 50-50. C'est ce que toi tu vas faire et ce que ton coach il va te mettre. C'est comme ça que tu arrives à des performances. Et déconsidérer un peu la part d'implication que tu dois avoir, c'est ce qui t'amène à la régression, la stagnation, voire une progression qui ne sera pas aussi exponentielle que ce que tu devais avoir. C'est ça. Et puis prenez aussi plaisir dans le processus. Vous fixez bien sûr un objectif, mais pensez pas qu'à ça. Pensez aussi à ce que vous êtes en train de faire, savourez toutes les petites victoires, parce que sinon vous allez péter un plomb et vous n'allez pas durer. Et pour être fort, vous l'avez compris, il faut durer un minimum quand même. Et voilà, on l'a dit, 2 ans, 3 ans et plus peut-être pour certains. Et donc du coup, il va falloir avoir une vision long terme et vous ne pourrez pas être fort comme ça en claquant des doigts. Et des fois, moi j'en parle parce que des fois en coaching, j'ai des gens qui sont peut-être des fois un petit peu impatients ou qui veulent, en fait, qui sont tellement... c'est bien de rester focus sur l'objectif, mais kiffe ce qu'on est en train de faire, prendre du plaisir. Et voilà, tu vois. Et puis aussi, soit pas détente, mais soit serein, tu vois. Ouais, clairement. C'est un petit peu le terme. En fait, si tu investis dans le truc, tu progresseras forcément. Et si tu ne te fixes pas potentiellement des chiffres en tête à absolument atteindre, mais plus que tu savoures le processus de progression, c'est là où tu progresseras le plus sans te prendre la tête. Exact. Et c'est important et on n'oublie pas que le streetlifting, c'est qu'un sport. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ouzou, dédicace à toi. Prenez Dédicace du plaisir avant tout. Prenez du plaisir avant tout, c'est important. C'est Ouzou qui dit ça. Ah ouais, je le dis aussi. Je le dis aussi, bah merde. Bah dédicace à Ouzou, mon frérot, on s'entend bien sur ça alors. Ok, on arrive sur la fin du podcast. C'était un kiff comme d'hab. Comme d'hab, ouais. Loan, où est-ce qu'on te retrouve? On peut me retrouver du coup sur Instagram avec Serra Fessel, tout simplement, sur ma chaîne YouTube ou autre. C'est tout attaché, ouais. Okay. De toute façon, mon TikTok, ma chaîne YouTube et mon Insta, c'est la même chose. Serra Fessel. Et surtout, là où je finis, moi, c'est merci Marco encore une fois pour cette invitation. Toujours un plaisir de se poser et discuter entre potes tranquillement, dans une bonne ambiance, qui plus est à RBC. Ouais. Et merci beaucoup Lolo. Donc comme d'habitude, vous abonnez si vous êtes arrivé à la fin, si vous êtes obligé de toute façon. Vous likez, vous commentez et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao.